Tu veux voir comment j'arrive à faire bugger Antoine? Bugger Antoine? Ouais, regarde. Et Antoine, tu préfères jouer à Lorcana ou à Skyteam? Bah, c'est facile. Coucou YouTube, coucou Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Il n'y a pas beaucoup d'annonces à faire à part qu'il fait très chaud et que nous sommes des vieilles limaces en décomposition toute la journée. Mais bon, ça je pense que c'est à peu près tout le monde en France, donc courage à tout le monde. Sinon, il y a aussi un focus en fin de vidéo sur Kaori. Voilà, Kaori qu'on attend avec impatience depuis Cannes, par le même auteur que La Bête, qui a un grand coup de cœur de l'équipe. Donc voilà, on a très hâte et on vous le présente en fin de vidéo. On va du coup commencer avec les nouveautés, sachant que la semaine dernière il n'y avait pas grand chose, mais cette semaine ça y est, là les éditeurs ils ont dit oh lâche tout. Ah bah voilà. On commence avec Knarr. Knarr par Bombix qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines en focus. Donc c'est un jeu de Thomas Dupont magnifiquement illustré par Antoine Carillon. C'est à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs et 30 minutes de partie environ. On est des vikings, on va essayer de faire prospérer notre tribu et aussi aller explorer parce que on est des vikings. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le way of life des vikings. On va avoir, le but en fait c'est d'être le premier à atteindre les 40 points ici. On met fin, on lance la fin de partie et on a un dernier tour pour essayer de se doubler, etc. et d'avoir au final le plus de points de victoire possible. Les points de victoire, peuvent se gagner bruts, ils sont représentés avec ce petit symbole. Donc quand vous allez recruter des gars dans votre village, ils vont vous rapporter des points de victoire pure. Quand vous allez explorer, faire des expéditions, vous allez aussi gagner des points de victoire. Vous allez aussi en gagner au fur et à mesure de la partie si vous montez en renommée, qui est cette petite piste. Plus vous montez, plus vous aurez de points de victoire qui se cumulent à chaque début de tour. Ça, je vous le dis, c'est super rentable. Et c'est à peu près tout, la manière de gagner des points de victoire. Après, il y en a une spécifique que je vous expliquerai plus tard. À votre tour, vous avez le choix entre deux actions, vous ne pouvez en faire qu'une. C'est soit vous recrutez, donc vous aurez des cartes en main de petits bonhommes, hein, on va avoir différentes couleurs. Pour recruter, vous jouez une de vos cartes devant vous. Et vous allez déjà récupérer la petite ressource qui est là-haut. Donc ça, c'est la renommée. Donc vous allez avancer de une case sur la piste de renommée. Mais vous pouviez justement gagner un point de victoire brut. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez une carte, si vous en avez déjà joué une de cette couleur-là, hop, on va dire que je joue celle-là, je vais pouvoir réactiver toute ma colonne, ma colonne de cette couleur-là. Et dans l'ordre que je veux. Donc je joue celle-là par-dessus. Je peux d'abord gagner le point de victoire, puis le point de renommée. Ça peut avoir des intérêts de combo de cartes et ça fait du coup une belle famille. Et ensuite, une fois que vous avez joué votre carte, vous allez recruter. Donc hop, j'ai joué la carte dans mon petit village et je vais devoir recruter un nouveau gars. J'ai joué bleu, ça veut dire que je vais devoir recruter dans la colonne bleue. Alors ici c'est simple, je recrute du bleu dans du bleu, mais c'est du pur hasard. Hein. Je le prends dans ma main et hop, je remplace. Oui, si t'avais joué vert, en fait, t'aurais dû récupérer celle-ci. Exactement. Là, un autre exemple, parce que voilà, on va dire que je joue justement du rouge. Je vais récupérer dans la colonne rouge. Hop, c'est ce gars. Et je le remplace. Voilà, ça c'est une des deux actions possibles. Autre action, c'est de partir en exploration. On va avoir des demandes pour faire des explorations, donc celles qui sont en haut sont plus difficiles à faire. Vous voyez par exemple les plus faciles, ça demande que 2 couleurs vertes, alors que là vous avez une couleur de chaque par exemple. Mais elles vont vous rapporter plus de gains. Toujours, hein, plus c'est cher, plus c'est intéressant. Du coup, ces couleurs-là, c'est vos petits gars que vous aurez embauchés dans votre village, que vous allez sacrifier en gros. Si j'avais réussi à avoir 2 cartes vertes, ce que je ne trouverai pas parce que j'ai très bien préparé mon exemple. Oui, bien sûr. Voilà, on va dire que mon village était composé comme ceci et que je veux aller faire
cette expédition-là, je dois payer 2 petits gars jaunes que je défausse et 2 gars bleus. J'ai le droit de les choisir hein, si j'ai envie de plutôt sacrifier ces 2-là et garder celui-là, il n'y a pas de souci. Et celle-là, je vais la mettre au-dessus de mon petit plateau personnel qui est ici. Ouh, magnifique, vous voyez, ça fait un petit dessin là. À quoi ça sert? Eh ben, vous allez pouvoir activer ces petites explorations grâce à des bracelets qui se récupèrent du coup sur des cartes de bonhomme. Ces bracelets, si j'en dépense un, je vais pouvoir activer la première colonne. Je vais créer un petit pattern intéressant. Hop là, ça veut dire que je vais pouvoir activer cette colonne-là, donc récupérer un point de victoire. Si j'avais 2 bracelets, que je les dépensais, j'aurais le droit d'activer la première et la deuxième colonne. Là, c'est vachement rentable, j'ai bien fait mon exploration parce que je gagnerai 3 points de victoire en tout et 2 petits gonzes qui sont en gros des jokers qui vont me permettre de compléter justement des familles s'il me manque une petite couleur pour explorer, etc. Alors je vois qu'on est limité à 3. Exactement, 3 bracelets, 3 petites recrues maximum. Ça va être à peu près tout, en fait, finalement. Les combos vont être très intéressants au niveau de la renommée, des couleurs que vous allez utiliser, recruter pour les denrées qui vont vous donner sur le coup, mais aussi qui vont se réactiver si vous avez bien formé votre précédente famille. Et aussi, vous les prenez, ces gars, pour pouvoir partir en exploration. Donc vous avez pas mal de dilemmes déjà entre les gars, vous les recrutez pour ce qui vous rapporte sur le coup, mais aussi, ils vont un jour peut-être partir en expédition et ils partent de votre village. Je sais pas pourquoi. La renommée, on la gagne au début du tour, je crois ça. Oui, c'est ça. C'est ce que, à chaque fois. Donc vous voyez, quand je passe un palier, donc là, le noir, par exemple, à chacun de ses débuts de tour, il a passé ce palier-là, il gagnera 1 de renommée. Un point de victoire, pardon. Mais s'il avait réussi à dépasser ce stade-là, il gagnerait 2 points de victoire à chacun de ses tours. Ça, vraiment, c'est très très rentable. On peut gagner jusqu'à 5 points de victoire par tour. Ouais, alors là, c'est chaud par contre, c'est très très chaud, mais c'est possible. Sachant que c'est intéressant comme rythme, le début de partie est assez lent, le temps qu'on se mette en place, qu'on commence à faire nos petites familles et à prendre des petites expéditions qui vont du coup bientôt être hyper rentables quand je les active avec des bracelets. Et à la fin, mais alors les points s'engrangent hyper vite, justement si vous avez bien avancé sur la renommée, si vous avez des expéditions qui vous en rapportent plein dès que vous les lancez, enfin voilà. Donc c'est un rythme très intéressant, tranquille, puis après ça s'excite et ça peut se finir assez vite en vrai. 30 minutes de jeu, c'est bien. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, c'était Knarr. Je laisse la suite à Antoine, à qui je vais donner ce magnifique micro. Merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais beaucoup mieux que dans le sketch d'introduction. On va pas aller très loin, puisque je vais vous présenter juste ici Chaotic Dragon versus Licorne, le nouveau jeu de la gamme des Unstable Games, donc avec Unstable Unicorns, Here to Slay, récemment Happy Little Dinosaurs, qui est de retour d'ailleurs. Chaotic Dragon versus Licorne, c'est un jeu de, on ne sait pas, illustré par, on ne sait pas, donc un jeu de Unstable Games en fait, tout simplement. C'est ça. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4, il fonctionnera bien à 2 à partir de 8 ans. Ils disent pour des parties d'environ une demi-heure à 1 heure, oui en gros c'est à peu près ça, en fait ça va surtout dépendre du nombre de joueurs et bien sûr un petit peu du hasard de la pioche, puisque nous sommes dans un jeu qui va se jouer avec des cartes comme très souvent dans cette gamme. Alors j'ai retourné la boîte pour que vous voyez ce magnifique dos, pour que vous puissiez ne pas voir le plateau qui n'est pas dessiné, c'est bien dommage, mais on voit quand même les illustrations de dragons et de licornes qui font quand même le charme du jeu et de toute la gamme, il faut le dire. Ici, pourquoi Chaotic Dragon versus Licorne? Parce qu'en fait c'est un jeu de mots, c'est un tic-tac-toe, comprendre morpion en français, mais c'est un morpion plus. Que va-t-on faire? Eh bien il y a un plateau, donc comme je vous l'ai dit, qui est une grille en somme, on va pouvoir aller poser des cartes dessus. Vous allez donc avoir des cartes en main, vous allez avoir des cartes d'objectifs secrets. Et en fait, à mon tour, je vais piocher une carte et je vais jouer une carte et on va résoudre cette carte. Je vais avoir par exemple un objectif qui me dit il faut 3 cartes alignées en diagonale comme ceci. Tac, tac, tac. Si sur le plateau j'arrive à aligner 3 cartes en diagonale comme ceci, elles sont retirées du jeu, je valide l'objectif, ça me fait progresser vers la victoire. Et puis le truc c'est que ça va pas être aussi facile que ça, puisqu'en fait les cartes, vous en doutez, elles ont des pouvoirs qui vont permettre de protéger, attaquer l'autre joueur, déplacer des cartes à vous, bref il y en a plein. Quasiment toutes les cartes ont des pouvoirs de toute manière, donc vous allez les découvrir en les jouant, et c'est ça qui font l'intérêt du jeu, pour que ce ne soit pas un vulgaire morpion, mais en plus ce côté un petit peu objectif dynamique, et surtout vous allez essayer aussi de comprendre les objectifs des autres joueurs ou de l'autre joueur pour les contrer. Voilà, tout simple, on n'est jamais sur des gros jeux de stratégie avec la gamme des Unstable Games, bien qu'il y ait des jeux forts sympathiques dans cette gamme. Hop, on va juste là, on va pas très loin. Terra Nova de Andreas Fall, c'est Super Meeple qui nous propose ceci. Ce n'est ni plus ni moins qu'une version plus accessible de Terra Mystica.
j'allais dire accessible familial, non pas forcément familial non plus, parce qu'on reste sur un jeu relativement complexe, je dirais initié, ça n'empêche pas d'y jouer en famille si vous êtes initié. Terra Mystica, tout comme Terra Nova, sont des jeux de contrôle de territoire, de développement. Ici on a un super dos de boîte, donc on en profite. Nous allons avoir un plateau central, nous allons avoir chacun un plateau personnel sur lequel vous allez gérer votre développement et qui va vous donner toutes les informations. Basiquement, que va-t-on faire? Et bien donc il y a ce plateau avec tout un tas comme ceci de petites régions sous forme d'hexagone sur lesquelles vous allez essayer de construire des choses parce que c'est majoritairement ça qui va vous faire gagner des points. Il y a d'autres moyens de gagner des points, notamment faire de l'argent. Comment ça va se passer? Nous allons jouer chacun notre tour. Quand c'est le début de mon tour, je vais regarder sur mon plateau si j'ai des petits revenus. C'est tout simple, un petit icône avec une main comme ça, un petit montant en pièces. Je vais gagner le montant en pièces de tous mes revenus visibles sur le plateau. Et en fait ce qui va se passer c'est que eh bien, en jouant, on va petit à petit poser des éléments qui quittent notre plateau pour aller sur le plateau central et qui vont dévoiler de nouveaux revenus. Et donc on va augmenter nos revenus en construisant des bâtiments, c'est thématique. On va, après avoir fait la phase de revenus, eh bien faire la phase d'action, et parmi les actions, et bien vous en doutez aussi, on va aller donc poser des choses, c'est à ce moment là, donc on a 3 types de bâtiments, nous allons avoir les habitations, nous allons avoir les comptoirs, nous allons avoir les palais qui sont au nombre de 2 et qui sont totalement game changer, qui sont absolument importants puisqu'en plus ils vont vous donner de nouveaux pouvoirs, vous allez donc pouvoir poser des bâtiments sur des hexagones, mais vous allez aussi pouvoir améliorer des bâtiments que vous auriez déjà posés, donc par exemple habitation vers comptoir, comptoir vers palais, etc. Ça va vous coûter des pièces de faire ça. En fait, ces pièces, eh bien, elles vont aller croissant selon le type de terrain. Eh bien oui, parce qu'en fait, il y a une asymétrie. On peut voir par exemple ici que c'est les sœurs du désert. Les sœurs du désert, bah, ça leur coûte pas du tout cher de construire sur le désert, logique. Ça leur coûte un petit peu plus cher de construire dans les terrains de type grotte ou volcan, et ça leur coûte beaucoup plus cher dans les terrains de type neigeux ou forêt. Et donc, bah, va falloir un petit peu à dealer avec tout ça, à vous placer de manière logique sur le plateau, et pourquoi pas à siffler des lieux qui pourraient aider, qui pourraient intéresser les autres joueurs. J'ai pas spécialement besoin de ce lieu volcan, il me coûte un peu cher, c'est pas ce qui me coûte le plus cher non plus. Par contre, je vois le joueur volcan qui s'amène avec ses grands sabots, ça pourrait l'intéresser, je vais essayer de lui piquer cette zone de volcan. Par exemple, on va pouvoir récupérer des points de pouvoir, notamment lorsque vous construisez. Si les hexagones adjacents sont occupés par d'autres joueurs, vous allez leur faire gagner des pouvoirs. Si vous améliorez, même chose, si vous améliorez un bâtiment, eh bien les joueurs, s'ils sont aux voisins, vous allez pouvoir leur faire gagner des points de pouvoir. Ces points de pouvoir, vous allez les stocker. Alors en gros, ce sont des espèces de petits jetons, ceci, des jetons de pouvoir. Vous avez 3 petits bols dessinés sur votre plateau. Vous allez faire passer du bol 1 au bol 2, un par un, et puis du bol 2 au bol 3. Là aussi, avancer par avancer, un par un. Par contre, quand c'est dans le bol 3, là, on va pouvoir s'en servir pour faire des pouvoirs. J'aime bien le système parce qu'il y a un côté un peu gestion du timing. Est-ce que je mets énormément de choses dans le bol 2 pour les envoyer au 3 quand je vais avoir vraiment besoin de beaucoup de pouvoirs et déclencher plein de pouvoirs à la suite? Ou est-ce que je vais vite remplir le bol 3, faire un pouvoir très tôt, et par contre après il faudra que je recommence à remplir, vraiment une gestion du timing qui est assez maligne. Et ces pouvoirs, eh bien ils sont inscrits sur le plateau. Il y a tout un tas de choses à faire, je vais pas du tout vous les expliquer, mais vous allez avoir des plateaux donc qui sont, des pouvoirs qui sont disponibles à tous sur le plateau, mais vous allez aussi avoir des pouvoirs qui appartiennent à votre peuple, à vous. Il y a 5 plateaux de peuple qui sont double face, donc pour un total de 10 peuples en asymétrie totale. Voilà donc pour Terra Nova, un jeu pour 2 à 4 à partir de 12 ans, vous voyez on n'est pas sur du expert 14 ans et plus, et pour des parties de 1 heure à 1 heure et demie, ce qui est tout à fait appréciable. Hop, et on passe à la suite. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. La semaine dernière, on vous a dit qu'on allait jouer à Discordia. Et bien, effectivement, c'est fait. Alors, on doit vous parler normalement de nouveautés. Quand je dis on, c'est entre autres avec Antoine. On doit vous parler de nouveautés, mais on voulait juste vous parler très rapidement des sensations de jeu sur Discordia et sur la Granja. Des grosses tueries, honnêtement. Ouais, on est d'accord. Des super jeux, plutôt comme on le disait, qu'on était expert. Sur Discordia, effectivement, on est sur du jeu en fait c'est compliqué, c'est du placement d'ouvriers, en fait il faut trouver de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que le jeu vous balance 15 ouvriers à chaque tour à peu près, des fois on en pioche. En moyenne, ouais. En moyenne c'est 15 ouvriers, donc à chaque fois vous avez placé vos ouvriers parce que vous avez pris le temps de construire des marchés, vous construisez des places pour les mettre là, il y a les ports, mais il y a aussi les barbares qui vont attaquer, donc il faut que je mette des gars là, enfin tout est un peu compliqué à optimiser, vous optimisez plus ou moins bien, et après le jeu vous dit alors,
t'as ça te fait 15 bonhommes. Si tu plies, tu récupères 15 bonhommes. Et tu fais, mais oui, mais je peux pas les mettre. Bah, j'avais réussi à en mettre 7 jusqu'ici, mais c'est pas grave, maintenant tu en as 24. C'est top parce qu'on est sans arrêt. Moi j'adore ce genre de jeu à sensation, je vous le dis souvent, mais j'aime beaucoup Londres de Martin Wallace. Et celui-là a la même sensation, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt en train de vous dire, ah, j'ai bien géré. Maintenant je récupère tout ça. Et du coup, en fait, bah, on n'a pas avancé, quoi. On est vraiment en train de pédaler comme ça dans la smoule. Et c'est top. Pourtant, ça mène à quelque chose. On peut se retrouver avec 0 meeple ou très peu. C'est pas facile. Nous, on a fait vraiment des scores pourris. Ouais, bon, le hasard des dés était contre nous, mais du coup, c'est le même hasard des dés pour tout le monde. C'est un peu comme dans les jeux de Run and Write. On a le même hasard bien ou pas cool, et on va essayer de se débrouiller tous ensemble avec ça. Donc, finalement, c'est assez qualitaire. Très cool. On n'a pas eu de vraiment chance sur les dés. Hein. Vraiment coup de cœur. Si t'avais pas mis ta tête dessus, je l'aurais mis. Tu m'as un petit peu devancé. Alors, j'ai aussi mis, je crois que j'ai mis ma tête sur la Grande Jack. Je vais pas vous montrer là, en fait, parce que quelqu'un l'a acheté. Il a très bon goût. Et j'ai pu, du coup, lui expliquer le jeu, parce qu'en fait, j'avais joué et franchement la Grande Jam, mais c'est tellement bon. Enfin moi vraiment je vous le mets dans les tops de jeux experts avec Ark Nova. Enfin pour moi quand je joue Ark Nova c'était vraiment génial. C'était pas des mécaniques révolutionnaires mais c'est tout un ensemble de mécaniques qui est extrêmement plaisant. Et là du coup la Grande Jam c'est pareil. C'est plein de petites mécaniques, de la majorité. Il y a un peu de course sur les commandes à réaliser, de la gestion de cartes. Les cartes c'est top, ça vous propose plein de possibilités. C'est génial, c'est vraiment un super jeu expert. Là je peux pas vous montrer parce qu'on l'a plus. Peut-être vraiment... dans la vidéo des coups de cœur de fin d'année, qui sait. Ouais, peut-être, ouais. Vraiment, la Grande Jam, c'est génial. C'est un budget, hein, c'est 90, 95... Ouais, mais alors l'édition est tombée par terre, en vrai. Incroyable, vraiment top. Bref, ça c'était le... On vous avait dit qu'on y jouerait, donc du coup... Ouais, on s'est emballé, mais c'est vrai que côté sensation de jeu, il y avait quelque chose. C'est vraiment top, vraiment les deux jeux experts, incroyables. Là, on arrive sur du Lacrimosa, donc expert de chez Yellow. Pareil, je n'y ai pas encore joué, j'y joue la semaine prochaine, et le timing, il est jamais bon. Lacrimosa, en fait, donc c'est un jeu de Gérard Ascensi, je sais pas, je parle pas italien, je suis désolé, et Ferran Renalias, je sais pas d'ailleurs si c'est italien, je sais pas, mais je pense que ça pourrait se prononcer comme ça, Ascensi, je sais pas. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est 90 minutes la partie, je pense que 90 minutes c'est gentil, on peut peut-être aller un peu plus loin. Ça a l'air, je vous dis par rapport à ce que j'ai vu, les différentes infos, ça a l'air relativement mécaniquement simple. En fait, vous avez des cartes d'action. Donc ça, c'est votre plateau personnel sur lequel on va avoir des ressources, comment on peut les utiliser de manière un peu joker. On va avoir ici des petits marqueurs qui vont progresser pour indiquer les bonus que vous aurez. Ce qui est chouette, c'est que les cartes actions, elles ont une icône au-dessus, une icône en bas. Et en fait, à chaque tour, vous programmez une carte ici, au-dessus. Donc vous masquez la zone du bas. C'est vraiment un super beau plateau. Hein. Vous le mettez au-dessus, ça glisse. Et en bas, vous mettez aussi une action. Ça, c'est une sorte de revenu que vous recevrez à chaque manche. Et les différentes actions, en fait, vous renvoient sur le plateau commun, qui est divisé en gros en 3 parties. Il y a ici les lieux. Là, c'est les cartes qu'on appelle un peu de souvenirs que vous avez eu avec Mozart. Je vous glisserai un petit peu le pitch, entre guillemets, dans ce jeu. Et vous avez en dessous, en fait, techniquement, le Requiem. Si je dis pas de bêtises, Lacrimosa est accompagné d'un Requiem. Et en fait, là, c'est en gros votre avancée sur la participation du Requiem. Parce que dans Lacrimosa, la thématique, c'est que Wolfgang Amadeus Mozart, voilà. J'essaie de pas me planter, est mort malheureusement, et du coup sa veuve nous demande de compléter son œuvre Lacrimosa qui n'est pas malheureusement finie. Et donc du coup nous on est un peu on gère un peu un mécène en fait, on va essayer de gérer un maximum de choses pour essayer de finir ça, et on va faire appel du coup à nos souvenirs qu'on a eu avec Mozart et avec toutes ses œuvres, et en même temps on va essayer d'aller recruter des compositeurs qui puissent terminer cette œuvre. Donc il y a cette participation-là qui va permettre de marquer des points de victoire. Les actions permettront de récupérer d'autres cartes d'action, parce qu'en fait les actions de base que vous avez c'est les mêmes. On a 9 cartes, on va chaque fois sur 3 cartes en programmer 2, et l'autre qu'on n'utilise pas, je crois qu'on la jette, et vous en récupérez une nouvelle. Cette nouvelle étant en général plus intéressante, et donc au fur et à mesure on commence avec 9 cartes et on finit avec 9 cartes. Donc on a vraiment ce côté deck building, même si le deck building d'habitude ça grossit votre paquet, sauf quand vous pouvez l'épurer, mais là ça s'épure automatiquement. Et durant la partie on pourra récupérer d'autres cartes. Les différentes actions, c'est notamment ce qu'on peut retrouver sur le haut des cartes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail malheureusement parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, je vais faire très succinct. Une mécanique qui est très cool, c'est sur la gestion de ressources. Vous avez 3 petites ressources qui sont ici, et il y a un petit niveau ici, en fait, un moyen de gérer vos ressources. Donc là, on a des ressources, je crois, justement, de compositeurs, de connaissances. En dessous, c'est l'écriture pour les ressources de composition, de mémoire. Et les roues, c'est pour déplacer, en fait, les Mozart sur les différents lieux. Ces ressources-là, en fait, vous ne les gardez pas. C'est-à-dire qu'à la fin d'un tour, vous allez toutes les remettre à 0. Mais ces ressources-là, vous pouvez les récupérer grâce à des cartes et grâce à des actions qui sont sur le plateau, des jetons.
Et les jetons, par contre, vous les placez ici et eux se conservent. Donc en termes de gestion de ressources, c'est intéressant. Il faut dépenser d'abord ce que vous avez là, parce que vous savez que les jetons qui sont là, vous pouvez les conserver d'un tour sur l'autre. Je rentre pas plus dans le détail que ça, parce que le but, ça va être évidemment de faire le plus de points de victoire. Et en fait, celui qui a le contribué le plus, on va dire, à l'élaboration du Lacrimosa, va gagner la partie. Je pourrais vous en dire plus la semaine prochaine, puisque j'y jouerai. Mais là, actuellement, je ne peux pas vous en dire beaucoup. Quelle belle thématique, en tout cas. J'aime beaucoup la thématique et j'aime bien ce que fait en général la gamme de chez Yellow Expert. Je trouve que ces derniers temps, ils nous sortent des vraies pépites. Ouais, totalement d'accord. Ces dernières années, hein, quand tu dis ces derniers temps, ça commence à faire une belle série. Ça dépend parce que tout le monde n'est pas fan en fait de tous les jeux. C'est aussi une question de goût, évidemment. De ce que Yellow Expert peut faire. Mais en tout cas, celui-là, déjà par ses thématiques me tentait, de par ses illustrations. Et après, j'ai vu 2-3 trucs sur la mécanique parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder la vidéo des jeux de Chaps. C'est top, mais ça dure 1 heure. J'ai pas eu le temps de la finir malheureusement. Donc, si vous voulez énormément d'informations sur le jeu et beaucoup plus précises, vous pouvez aller voir évidemment les vidéos de Chaps. Oui. J'avais quelque chose à enchaîner. Oui. Et c'est là. Hop. Les Aventuriers du Rail. Berlin, c'est la suite entre guillemets. C'est dans la gamme des Aventuriers du Rail. Compact, mini en fait. Vous avez toute la gamme des Aventuriers du Rail avec des plateaux gigantesques. Mais là, vous vous dites, on aimerait partir en vacances quelque part. Et on a cette petite boîte là, qui est un jeu en fait indépendant, c'est pas une extension, c'est un jeu indépendant et il y en avait beaucoup des comme ça, il y en a eu 3-4, il y a eu Londres, il y a eu New York, il y a eu, je crois que c'était en Barcelone, un truc comme ça, je sais plus. Amsterdam, j'entends Alice qui parle là, Amsterdam. Donc c'est toute une gamme à chaque fois de petits aventuriers du rail comme ça. Et chacun apporte en général une petite mécanique. Je crois que dans New York c'était les lieux touristiques qui rapportaient plus de points. Ici en fait on a 2 types de trajets. On va garder la même mécanique des aventuriers du rail, vous aurez des cartes à récupérer, on va essayer de marquer des points en posant des petits wagons à nous sur les différentes voies, en payant les cartes d'un certain nombre et d'une certaine couleur. Sauf que là, il y a 2 types de cartes, entre guillemets. Il y a des cartes qui vous serviront à poser sur des rails, et d'autres en fait sur des tramways. En fait, il y a le métro et le tramway. Et donc ce sont 2 zones et 2 lignes différentes qui vous rapportent des points différemment en fait, parce qu'il y a de mémoire c'est le tramway en fait qui est assez classique et les rails de métro sont un peu différents parce qu'il y a moins de wagons à poser mais ils rapportent autant que 3 wagons posés. Voilà, ça c'est vraiment la grosse nouveauté en termes de stratégie sur les aventuriers du rail petit format, c'est que maintenant vous avez en gros des cartes qui servent pour une ligne et d'autres cartes qui servent pour une autre. Ok, elles sont bien ces petites boîtes. Ouais. En parlant d'aventuriers du rail en fin d'année. Ah oui, oh mais non, là tu penses que c'est trop tôt pour annoncer? Ça a été déjà annoncé à droite à gauche, donc on n'est pas sur de l'avant-première en termes d'information. Ce qui a été annoncé, c'est qu'en novembre, on n'est pas sur de l'exclu en tout cas comme information. Le 1er novembre doit arriver les Aventuriers du Rail Legacy. J'adore les Legacy, j'aime bien les Aventuriers du Rail, mais je suis pas non plus hypé que ça, mais quand j'ai vu cette boîte là, je me suis dit mais ça doit être incroyable l'expérience de jeu. La thématique étant, on va partir à la conquête de l'Ouest et construire le réseau ferré des États-Unis, pas encore, parce que c'était pas encore les États-Unis, en fait, du Nouveau Monde, tout simplement. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois. Historiquement, je sais pas précisément quelle est la date, mais bref, vous avez l'idée. Voilà. Et c'était la thématique qu'il fallait. C'est exactement. C'est une évidence. On est un petit peu hypé, vous le sentez. Hein. Ah ouais, moi j'ai vu ça, j'ai fait, ok, ça, on va m'en demander des caisses, c'est obligé. J'espère. Et vraiment, je pense que le concept est juste trop bien et je pense qu'ils ont bien pris le temps de l'élaborer comme un très bon Legacy. Il y a une sacrée équipe dessus, puisqu'il y a l'équipe évidemment des Aventuriers du Rail, mais aussi de Pandemic Legacy. Ah ouais. Et là, il y a des gros noms, il y a des gros comptes du jeu de société et du Legacy qui bossent là-dessus. Ça sent les très bonnes mécaniques cachées à l'intérieur, ça va vraiment être top. On va enchaîner. Hop, et on continue, la nuit a commencé à tomber, mais j'ai l'impression qu'il est 15h niveau température. On continue donc avec Perfect Words, un jeu de Paul-Henri Argio qu'on a vu récemment sur Nimbus et Stratus, donc un auteur de jeu qui apprécie les jeux de mots, et là ça va être le cas encore, illustré par Christine Alcouf, et c'est un jeu Tiki Édition. C'est un jeu qu'on attendait relativement au début de l'été et qui malheureusement a eu du retard. C'est dommage parce que dans sa thématique, dans son look en tout cas, il fait très plage, très vacances, très bord de mer. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se jouer en dehors de l'été, puisqu'on est vraiment sur un jeu d'ambiance et de réflexion ultra familial qu'on peut jouer en toute condition, avec des règles assez simples. Et je vais vous expliquer comment ça marche là, on va faire une petite mise en place. Alors, c'est le genre de jeu qui aurait mérité qu'on réfléchisse un peu
à notre présentation. Et donc là, j'y vais sans filet. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait quand même bien se passer. J'ai 2 cerveaux à proximité en plus du mien, ça devrait le faire. C'est un jeu dans lequel nous allons avoir des petites cartes comme ceci, de mots divers et variés, double face comme ceci. On n'a pas tout mis parce qu'on essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu épuré, mais croyez-moi, il y en a du matériel, il y a quand même un paquet de cartes. Ensemble, en coopération, puisque c'est un jeu coopératif, on va créer des grilles de mots et il faudra trouver lors d'une deuxième phase de jeu les définitions. Moi, je vais faire mon petit pronostic. Je pense que telle ligne, ça correspondrait à telle définition. Telle colonne, ça correspondrait à telle définition. Et je vais espérer que les autres joueurs aient choisi pareil que moi, puisque ça va nous faire gagner des points et qu'ensemble, on va essayer de faire le meilleur score possible. Alors, on va jouer chacun notre tour dans une première phase de jeu. On va donc constituer cette grille. Et donc je choisis l'un des mots disponibles ici et je vais le mettre dans la zone de jeu. Donc je vais choisir grain comme ceci. J'y vais vraiment sans filet. Hein. Hop, on tire une nouvelle carte qu'on met à la place pour renouveler le marché. La personne suivante va choisir un mot. Alice, t'as une préférence? Grain, je vais mettre Inde. Inde, quel excellent choix. Hop là, on peut le mettre où on veut mais à côté de ce qu'on a déjà posé. Hop là, et à partir du moment où on a au moins 2 mots côte à côte, on va aller prendre comme ceci une petite tuile. Ces tuiles, elles sont numérotées de 1 à 10. Il peut y avoir des tuiles avec un seul numéro, des tuiles avec 2 numéros comme ceci. Et on va aller mettre une petite flèche, hop là. Et donc il faudra essayer de trouver un mot en commun avec grain et Inde. Et par la suite, donc on tire une nouvelle carte comme ceci, que l'on révèle, on va prendre un nouveau mot, donc la personne suivante va prendre, j'en sais rien, mais on va dire hop là, travail, admettons. Et cette carte, on peut soit la rajouter pour essayer un petit peu de cadrer un peu plus la définition. On va essayer de pas trop les ouvrir les définitions puisque le but c'est qu'on soit d'accord. Soit on va, hop là, à nouveau mettre comme ceci. Et donc du coup là, il y en a 2. Que se passe-t-il? On va mettre à nouveau une flèche. Je peux mettre comme ceci, je peux mettre comme ceci. Et à partir du moment où il y a une flèche, eh bien on va pouvoir à nouveau au tour suivant soit rajouter des mots quelque part, soit continuer à partir de la flèche et ainsi de suite. Hop là, je mets n'importe quoi, d'accord? Je mets vraiment n'importe quoi. Origine Hop là, chien. ça va progresser comme si, ceci ça peut... jusqu'à qu'on ait posé toutes les tuiles. Hop là, on va donc avoir 10 flèches comme ceci. On va avoir notre petit bloc de score. Et donc là, individuellement, parce qu'on n'a jamais le droit de donner nos avis, moi je pense que ça devrait être ça, donc tu ne devrais pas mettre ça ici. Ah non, évidemment, hein. Le but c'est d'essayer d'être connecté. On va faire notre petit pronostic. Donc par exemple, ici en 1, j'ai grain et Inde. Alors grain et Inde, moi ça pourrait me faire penser à lentilles. Ils mangent énormément de lentilles en Inde. Ça pourrait être le riz, parce qu'ils mangent aussi beaucoup de riz. Moi j'aurais dit riz par exemple. T'aurais dit riz, ils mangent plus de lentilles techniquement, donc j'aurais dit lentilles. Mais comme peut-être tout le monde aurait pensé à riz, ben c'est moi en voulant faire un petit peu le technique avec mon lentille, qui finalement fait qu'on va pas marquer le maximum de points. Donc on va aussi essayer de deviner ce que vont penser les autres joueurs. Si on arrive à être en majorité d'accord sur un même mot, on va gagner un petit coquillage comme ceci. Si on est tous d'accord, on va aussi gagner un petit jeton de coquillage comme ceci, mais de ce côté-là, côté perfect, avec 2 coquillages. Et en fait, ce sont les coquillages qui nous font marquer des points. Mais avant de faire tout ceci, une fois qu'on a terminé notre grille, on doit placer ces 2 tuiles. Tout d'abord, on va passer la tuile croix pour dire bon ben là cette définition on a mis n'importe quoi, moi je trouve rien, j'en sais rien. Moi par exemple on va avoir origine, chien, danger, anneau. Ouais, je vois vraiment pas. On se met tous d'accord. On n'a pas le droit d'expliquer pourquoi. Je pense que ce serait bon ou pas bon, mais on dit bon bah ça, moi je le sens pas trop, moi non plus, moi non plus. Ouais, la 2 on la vire. La 2 on la vire. Et on fera pareil avec le x2 comme ceci. Par exemple, on aurait pu mettre le x2 sur grain et Inde parce que tous dans notre tête on se dit mais c'est évident que tout le monde va mettre riz. Oui, mais à part que peut-être qu'Antoine il a mis au milieu qui là. fait tout gâcher, mais ça fait marquer 2 fois plus de coquillages. Et voilà. Et donc on va regarder dans le petit livret notre score pour savoir si on s'en est bien sorti ou pas. J'ai trouvé ça super sympa. On aurait aimé pouvoir vous le proposer plus tôt dans l'été, bah, c'est pas grave, ça peut être par exemple un des petits jeux familiaux qui va courir sur la fin d'année pour nous et plus tard j'espère. C'est à moi. C'est à moi pour Inside Job. C'est par Yellow, c'est de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour 20 minutes de partie. C'est par Tanner Simons et illustré par Marek Blaha. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est la collection Yellow Card aux côtés du Roi des Nains, mais aussi de The Crew. Pourquoi je dis The Crew? Parce que c'est un The Crew avec un trait. The Crew étant un jeu de pli coopératif. Ici, on va avoir en gros des agents qui vont essayer de réaliser des missions à chaque tour, à chaque manche de pli.
Ils ont un certain nombre à réaliser qui est en fonction du nombre de joueurs. Ici pour 2 joueurs, vous devez en tant qu'agent réaliser 7 objectifs, donc 7 manches gagnées en gros, on va dire. Et il y a un espion au milieu de tout ça, donc on distribue les rôles cachés au début, voilà, qui lui son but c'est 2 joueurs de récupérer 6 petites mallettes qui sont ici. On note qu'ils mettent de 3 à 5 sur la boîte, mais qu'il y a quand même une variante. Oui, il y a une variante, mais eux-mêmes je pense qu'ils l'assument pas trop, parce que du coup ils le mettent pas sur la boîte. Donc meilleur exemple, c'est là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça, vous l'avez, et c'est la mise en place. 3 personnes, c'est 13 cartes en main par personne, Okay. vous avez 9 missions à faire et 6 mallettes à récupérer pour l'espion. Okay. C'est plutôt cool. Ça c'est bien fait. Comment ça se passe? On va avoir du coup un certain nombre de cartes en main, dit par la petite mise en place. Ça va être des chiffres, on a plusieurs couleurs et tout va de 1 à 13 en version unique. Okay. Donc il y a 1 en bleu, etc., etc. Tout en 4 couleurs. Oui, il me semble que c'est 4 couleurs. C'est ouais. ça, ouais. À votre tour, on va avoir un maître du jeu qui sera le premier joueur à ce tour-là, qui va imposer, qui va déjà piocher 2 missions et qui va en choisir une des 2. Donc déjà, il y a un atout qui va être qui va être défini. Et en plus, du coup, il a la mission. Il va en choisir une des 2. Là par exemple c'est exactement la même mais à l'inverse, donc la deuxième carte a une valeur plus faible que toutes les autres ou la deuxième carte a une valeur plus élevée que toutes les autres. Ça fait penser à The Crew mission sous-marine qui a des objectifs plus spécifiques que le premier. Spécifique parce que le pouvoir n'est pas tout à fait le même. Exactement. Mais en plus l'atout change, donc en fonction de ta main. Voilà, chaque carte jouée a une valeur plus faible que la précédente. Donc parmi les 2, le maître du tour en choisit une, l'autre il la défausse et pour toute la partie il n'a pas du tout le droit de dire ce que c'était et il affiche celle-là à tout le monde. On a le droit un peu de réfléchir ensemble, etc. Et premier joueur il va donc imposer la couleur, donc là c'était alterner carte paire et impair. Ok, donc je vais mettre 9 et il impose en fait la couleur. Bien sûr. Comme tout jeu de pli, vous devez suivre la couleur. Si vous ne pouvez pas, vous pissez, donc vous faites une autre couleur. L'espion, lui, c'est un tricheur, donc il a le droit de couper s'il veut. Bien sûr. Il veut. Hop, on fait le tour. Si la mission est réalisée, tant mieux. La mission va sur le côté, en gros, dans les missions faites. Et celui qui gagne le pli, donc soit qui a joué l'atout, soit qui a joué la plus haute carte dans la couleur demandée, gagne une mallette. C'est ça que l'espion, il veut. Donc si en tant qu'espion, vous donnez un peu trop du vôtre pour gagner toutes les mallettes. Ouais, ça se voit quoi. Les autres ils vont faire oh toi tu pues, toi on va tout faire pour t'empêcher de gagner les mallettes, sachant que dès que l'espion a le nombre de mallettes demandées, hop il dit stop c'est bon j'ai gagné, c'était moi l'espion, allez hop bye. Donc soit c'est ça, soit c'est les agents qui remplissent leur objectif et c'est eux qui ont gagné. Autre cas de figure, c'est que vous n'avez plus que 2 cartes en main. Vous n'avez plus assez de cartes pour jouer. Là, on met fin à la partie, on met pause et tout le monde va discuter ensemble pour essayer de trouver qui est l'espion. Okay. On fait un vote à l'unanimité, à majorité, pardon. Et si on désigne et qu'on a trouvé l'espion, les agents gagnent et l'espion perd. Mais si c'est un agent qui est désigné comme coupable, c'est l'espion qui gagne et les agents ont perdu. Donc je peux les avoir en fait en tant que traître évidemment, parce que moi je me compte toujours en tant que traître. Je peux les avoir au vote à la fin. Fatigue en fait. Ouais, à la fatigue. Au bout d'un moment il n'y a plus de cartes. Ouais. Moi j'ai chopé 2 mallettes, l'autre il en a chopé 5. Oui mais tout le monde votera pour toi Alex, parce que justement t'es toujours le traître. T'es toujours la saleté là. Moi j'ai toujours Snakes dans Snakes, même quand je suis humain. Voilà. Ils ne comprennent pas. Et du coup, vous avez quelques modules. Déjà, il y a un module à 2, du coup, avec un joueur fictif, je crois qu'il s'appelle Johnny ou Teddy, je sais plus, un truc comme ça. Il y a un module où c'est des rôles à pouvoir, que j'ai rangé ou pas, oui, sûrement. Ah non, voilà. En gros, vous avez des petits rôles qui ont des petits buts différents, qui ont des petits pouvoirs. Et vous avez aussi un truc qui fait que vous pouvez mettre des mallettes sur des cartes et vous gagnez, en gagnant l'atout, vous gagnez la mallette avec. Il y a une deuxième manière de gagner des mallettes. Voilà, c'était Inside Job. On passe à la suite. Et on enchaîne avec une licence, Le Seigneur des Anneaux de chez Ravensburger, le jeu livre d'aventure. C'est un jeu à partir de 10 ans, c'est coopératif, donc pour 1 à 4 joueurs. Je ne sais pas combien ils ont mis de temps pour les parties, ils ne l'ont pas précisé. Ah si, là ils mettent durée 20 minutes par chapitre. Pas mal. Ce qui est pas mal parce qu'au final, en fait, vous allez pouvoir... Donc, il y a 8 chapitres en tout dans ce jeu. C'est un jeu sur la thématique Star Wars, bien évidemment. Non, je plaisante. C'est évidemment une thématique sur le Seigneur des Anneaux. Vous allez revivre l'épopée du Seigneur des Anneaux. Et vous allez jouer essentiellement, du coup, les 4 hobbits. Donc, Frodon, Sam, Pippin et Merry. Et après, vous allez être accompagné par, entre autres, Gandalf, Aragorn, Gimli et Legolas. Donc,
tout le monde va un peu se retrouver, pas tout le monde sous forme de figurines, mais en tout cas dans l'histoire que vous allez vivre, vous allez retrouver les personnages iconiques. Et évidemment, le but va être de réussir à faire tous les chapitres. Évidemment, vous pouvez faire des pauses si vous voulez. Si vous faites 4 chapitres et vous faites les 4 autres plus tard, pas de problème. C'est un jeu totalement rejouable, malgré son thème très fort et sa narration très forte. En fait, vous avez un plateau livre, comme l'indique la boîte de jeu. Le but du jeu va être de faire tous les chapitres avant que vous succombiez, entre guillemets, au pouvoir de l'anneau. Et comme dans beaucoup de jeux, vous avez une piste avec un anneau de pouvoir qui, lorsque vous allez faire différents choix, différentes actions, le petit marqueur va avancer. Et si jamais vous succombez au pouvoir de l'anneau, vous avez perdu. Ok. Pour ce faire, en fait, on va avoir différentes phases de jeu. La première phase de jeu, ça va être un système de pioche avec des cartes qu'on va avoir ici. Ensuite, on va avoir différentes actions qui permettent de déplacer les différents personnages sur le plateau. Et en fait, le but du jeu, techniquement, dépend de ce qui est à droite du plateau. Donc là, vous avez le livre, ici, les règles un peu spéciales, et ici, notamment, ce que vous aurez comme mission à faire. Chaque chapitre est composé en 3 parties, 3 missions qui se font toujours les unes à la suite des autres. Et donc du coup, ça vous permet en fait déjà de revivre un peu les moments clés de l'histoire. Et ensuite, ça vous séquence un peu les différents objectifs. Donc à chaque fois, vous avez en gros 3 objectifs par chapitre. Vous allez à chaque fois pouvoir du coup, comme je disais, gérer les différents personnages et surtout gérer la menace puisque les ennemis vont s'activer automatiquement par le jeu. Et vont essayer de vous bloquer dans les objectifs. Je ne rentre pas dans le détail parce que tous les objectifs sont propres au chapitre et ont chacun leur petite mécanique propre. Évidemment. Je sais qu'il y a une espèce de contrôle de hasard parce qu'en fait vous avez un paquet de cartes qui est composé de 20 cartes de mémoire et toutes ces cartes renvoient à des valeurs d'un D20. Mais ces valeurs-là dépendent du chapitre. Donc en fait vous aurez un moment dans le jeu où vous piochez des cartes et vous aurez une valeur et cette valeur-là elle peut être plus ou moins intéressante en fonction du chapitre. D'accord. C'est la petite méca que j'ai notée que je trouvais intéressante. J'aime bien l'aspect toujours narratif d'un jeu qui a quand même de la rejouabilité, un petit peu comme Alltray. Toujours appréciable. Que je trouve toujours très cool. Et puis là c'est une thématique que moi en tout cas je kiffe et que j'espère que vous aussi vous allez aimer parce que franchement le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il y a Tom Bombadil dedans? C'est la question. Alors malheureusement non parce que c'est pas inspiré trop du bouquin, c'est plutôt inspiré du livre, inspiré sur les films, inspiré des films parce qu'on voit que les images sont empruntées des films et notamment les figurines on voit, elles ont vraiment les tronches des acteurs et donc du coup des personnages du ça va, c'est pas des photos de films, j'ai l'impression qu'ils ont quand même pris le temps de dessiner, il y a des illustrateurs. Exactement. C'est plutôt joli franchement. Le matos franchement est plutôt quali à l'intérieur, on voit quand même sur les vidéos, les gens ils sont oh les figurines sont cool et ouais, tout. Voilà. Ouais, on les a vus à Cannes et le matériel est très très cool. J'appuie sur le fait que la gamme de Ravensburger sur les thématiques de films, à chaque fois on le voit venir parce que les jeux avec une licence souvent on se dit bon ils ont pris le Monopoly, ils ont mis Star Wars dessus, Monopoly Star Wars, bingo c'est fait, en fait il n'y a rien qui change à part le thème et là à chaque fois sur les games de Ravensburger que ce soit Alien ou Seigneur des Anneaux c'est toujours thématiquement toujours bien fichu avec des mécaniques pas forcément ultra originales mais qui sont toujours thématiquement très bien choisies et ça je trouve c'est très bien à souligner. On n'a pas précisé mais le système de jeu a été créé inventé par l'un des 2 auteurs de l'Orcana, enfin pas auteurs de l'Orcana mais concepteurs, game designer. Voilà, ce qu'ils appellent en fait dessus le créateur, le système de jeu, c'est Ryan Miller, c'est ça qu'on avait dit. Oui, c'est ça. Il est marqué juste là. Et lui, du coup, il a travaillé sur l'Orcana. Voilà, petite référence. Quelqu'un qui a une. Voilà. Petite référence à Ravensburger. Une carrière de game designer assez impressionnante. C'est ça, j'ai pas précisé, mais les auteurs, c'est quand même Jason Little et Marcus Ross. Voilà. Je tenais à le dire. Et je pense que maintenant c'est Alice. Oui, et il n'y a pas Tom Bombadil quand même, et ça... Bon, on passe à un autre univers. Les puristes qui râlent à la moindre occasion. On attend juste l'occasion pour avoir le droit de râler en fait, c'est tout. Tom Bombadil, je pense que c'est le râlage le plus répandu à ce niveau-là. Mais on passe au petit toucan qui vient vous piquer le micro. Voilà. Voilà. Voilà, petit toucan qui vient dans l'histoire vous venir comme dans les jeux vidéo et dans les histoires faire oh, tu as été choisi pour venir mener l'enquête dans la jungle des 6 voilà, tous les matins 6 énigmes pour ouvrir 6 coffres au trésor. C'est Exit, le jeu d'escape game mais pour kids, donc c'est à partir je crois de 5 ans. 5 ans, moi j'attends voir parce que je ne l'ai pas ouvert mais 5 ans, de 1 à 4 joueurs et pour 20 minutes de partie. Vous avez donc dedans du matériel comme d'hab, c'est de l'observation, de la manipulation pour résoudre les énigmes.
Là, ça va être le grand twist. Enfin, ce que je trouve cool, c'est que c'est pas détruit le matos. C'est totalement rejouable, contrairement à beaucoup d'exits. Voilà, donc celui-là, il est rejouable et c'est en gros, vous êtes dans une jungle, voilà, avec 6 coffres à ouvrir, avec 6 types d'énigmes très différentes qui vont demander plein de raisonnements, de types de raisonnements. Super. Voilà, c'était Exit le jeu Kids et je laisse encore du Kids à monsieur là-bas. C'est un oiseau. Non, c'est un avion. Non, c'est Super Miaou. Quelle introduction, mes amis. Incroyable, tout préparé. Super Miaou, c'est un jeu de chez les Space Co. C'est un jeu de Guillaume Desportes et c'est illustré par, j'ai pas vu l'illustrateur, Olivier Deroto. Je sais pas pourquoi ça me parle, Olivier Deroto. Il a dû faire d'autres jeux pour enfants. Super Miaou, c'est top parce que c'est un deck building, mais pour enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu à partir de 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Jeu à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et 15 minutes la partie. C'est extrêmement rapide. Toujours ce qui est cool chez les Space Co, ils y tiennent, c'est que la boîte sert toujours dans le jeu. Donc là, c'est la boîte de rangement. Et en fait, ce sera la poubelle, c'est là où vous virez les cartes. Top. Et ça, c'est la boîte en fait, qui vous permet de gérer le marché. Et donc en fait, vous avez, on va dire en gros, 4 cartes dans Super Miaou. Le but de Super Miaou, c'est de choper le Miaou et la cape qui le rend super, ce qui fait que si à votre tour vous avez le chat et la cape, vous gagnez Super Miaou et du coup vous avez gagné la partie. Bien sûr. Ça c'est méga simple. Les cartes sont d'une qualité redoutable, elles sont un peu en, tu vois, en plastoc là, enfin, c'est incroyable, moi j'adore. On a chacun au début de la partie donc une couleur de notre petit plateau qui nous rappelle en fait les différentes phases de jeu et on va avoir en fait un paquet de cartes qui nous est donné de notre couleur. Donc on a 4 cartes au début à notre couleur. C'est essentiellement des cartes pour acheter. Hein. Et vous allez piocher 2 cartes et les placer face cachée devant vous. Le tour de jeu est relativement simple. Au début de mon tour, je vais révéler mes 2 cartes. Hop. Et ça va m'indiquer mon pouvoir d'achat. Donc là, en fait, arrive une phase où j'ai le choix entre une action parmi 4. La première action, ça va être tout simplement d'acheter une carte. Donc là, j'ai 3. J'ai le coût des cartes ici. Alors pardon, hop, ça va être... oui, c'est bon. Ça va être les cartes, des cartes qui sont ici. Donc là, pour l'instant, pour 3, en fait, je pourrais pas acheter grand-chose, mais je peux acheter une carte du marché pour 4 ou 5 minimum. Ou alors, je pourrais acheter de la monnaie. Donc ici, pour 2, j'ai 2 pièces, et pour 3, j'ai 3 pièces. Bah, ça tombe bien, j'ai 3. Ces cartes-là, je les utilise pour acheter cette carte-là. Cette carte-là, comme tout deck building, elle va aller dans ma défausse. C'est pas vraiment une défausse, c'est la zone de la machine à laver. C'est là où en fait on va ranger nos cartes et après, quand notre pioche évidemment sera vide, on va devoir remélanger notre paquet. Hop, et pour les plus petits, vous mettez en vrac sur la table, hop, on remélange et on remet ça dans le sac à dos. Une action possible à mon tour, c'est si jamais j'ai recruté cette petite carte-là. Cette carte-là, quand je la révèle, je vais pouvoir la remettre dans le marché et je peux voler une carte dans la main d'un adversaire. En fait, comme chaque adversaire aura devant lui 2 cartes face cachée, j'en révèle une et je lui pique. Certaines cartes ne pourront pas être volées, comme par exemple quand vous avez ce symbole-là. Ces cartes-là, elles ne peuvent pas être volées ni éjectées. Alors justement, j'en viens à la 3e action possible, c'est tout simplement de se dire, bah tiens, j'ai 2 cartes ici, ça m'intéresse pas de faire des trucs, donc celle-ci par exemple je l'éjecte et je la mets dans la poubelle. C'est une action justement qui permet d'épurer son paquet. La dernière action c'est tout simplement de ne rien faire, de dire bah je passe, j'ai rien envie d'acheter parce que j'ai pas envie d'engrosser mon paquet, là je passe, je fais rien, je passe mon tour. Quand je vais acheter des cartes, si jamais au début de mon tour je révèle ceci et ceci, comme je disais, je gagne la partie. Et ouais, okay. Comment je récupère une cape? Bah, il faut que je paye 5. Et comment je peux atteindre 5? Bah, en essayant d'aller chercher des cartes plutôt de valeur 3, qui sont très intéressantes. Ça, vraiment, c'est vraiment la clé du jeu, c'est d'aller chercher un peu de pouvoir d'achat. Comment, par contre, je vais chercher un chat? Parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de coût pour le chat. Il n'y a pas un coût en pièces, parce que le chat, il ne s'achète pas. Enfin, si, il s'achète, mais avec des boîtes à sardines. Et les boîtes à sardines, justement, quand vous les révélez, vous permet de récupérer un chat, de le mettre dans votre machine à laver, évidemment. Donc les sardines sont intéressantes parce qu'elles permettent de récupérer des chats. Je peux en avoir plusieurs, évidemment, mais si je révèle 2 chats à mon tour, bah, je peux rien faire. Mais plus j'ai de chats, plus j'ai de chances de récupérer un chat et une cape, forcément. Si jamais je suis un peu fourbe, je peux aller recruter ce personnage-là. Attention, parce que si jamais j'en révèle 2, malheureusement, je ne peux le faire qu'une fois, le pouvoir. Donc en révéler 2, ça sert à rien. D'accord. Mais c'est bien d'en avoir, parce que du coup, ça me permet d'aller voler les cartes. Ne mettez pas vos chats dans la machine à laver chez vous. Évidemment. Ceci est un jeu de société. Je trouve ça vraiment top comme deck building parce que c'est très simple d'accès et en même temps il y a des petites strates. On regarde ce que va acheter l'autre et on se dit ok, là il a acheté pas mal de capes et il n'a pas beaucoup de chats. Donc pour l'empêcher, je peux soit essayer d'aller chercher la cape, soit essayer de lui voler un chat.
Mais en même temps, en recrutant trop ces cartes-là, je vais un peu bousiller mon paquet et je vais pas trop avancer parce que du coup, je vais perdre des tours. A l'inverse, je peux tenter de maximiser l'argent pour maximiser ça, et ensuite acheter ça. Et en fait, Ça a je trouve l'air qu'il y a, super mal. il y a vraiment un côté crescendo qui est vraiment top et tout fonctionne au bout de 10-15 minutes, la partie elle est pliée, quoi. C'est bien ce petit format. C'est J'aime vrai qu'on beaucoup. on apprécie les belles boîtes de Spesco. Il y a toujours un matériel dingue. Et c'est vrai qu'ils ont C'est beaucoup top. de grosses boîtes dans la gamme. Et pour le coup, une petite boîte comme ceci, c'est bien. Le jeu a vraiment une identité bien à lui. Moi, tu m'as chauffé, j'ai envie d'y jouer. C'est trop bien. En vrai, même pour les adultes, je vous dis, c'est vraiment top parce qu'une fois de plus, comme font beaucoup les Space Cowboys, c'est des jeux parents-enfants. C'est-à-dire que vraiment, si vous y jouez, vous y trouvez aussi votre compte et l'enfant il prend plaisir à comprendre quelles sont les cartes intéressantes et surtout à quel moment le tempo d'achat est hyper malin et pourtant pas si compliqué que ça. Et on va enchaîner. Hello, coucou et bienvenue derrière le comptoir. Oh, il fait toujours aussi chaud. Oui, là où il y a les petites extensions et les petites choses qu'on n'a pas réussi à caser dans la vidéo, je te laisse commencer, Alice. Waouh, le coffret Pokémon de... C'est pouvoir en évolution. Comme Oui. vous le voyez, on est toujours aussi calé en Pokémon. VMAX, V-Star et X. Voilà, il y a Magnézone et Gardevoir. Gardevoir comme garder ses devoirs. Bon bref, voilà, vous avez un nouveau coffret Pokémon. Et voilà. La honte. On est toujours tellement Ouais, efficace sur génial. Pokémon. Si vous aimez Pokémon, vous savez ce que c'est de toute manière. Oui voilà, ça juste vous savez que c'est arrivé. Extension, deuxième extension, en peu de temps, hein, il y en a une qui est sortie début juillet, qui était les chefs de guerre. Là c'est Wilderness pour Northgard, ça rajoute 8 créatures avec des pouvoirs assez puissants qui vont un peu tout vous défoncer, qui s'ajoutent aux créatures classiques. Et vous avez 11 nouvelles tuiles avec des pouvoirs dessus. Cool, pas cool, genre des geysers qui vous restaurent le courage, etc. avant de repartir à l'exploration. Donc voilà, ça rajoute. Il y a des plutôt- figurines. Bien sûr, sinon ce Faut serait voir pas les Northgard. figurines. Très cool les figurines. De toute façon, Northgard, c'est juste trop bien. Ouais, Nouvelle tuile. voilà. Gros coup de cœur pour ce jeu. On a Happy Little Dinosaurs de 5 à 6 joueurs. Ça rajoute donc 2 plateaux pour rajouter un 5e et un 6e joueur avec leurs petits pions trop mignons et des nouvelles cartes de catastrophes à surmonter. Je crois qu'il y avait des tornades, non, des poulets tueurs, Oui, bien des sûr. tornades mortelles et des films médiocres parce que ça Ça peut vous tuer. c'est sûr. Ça peut vous... J'adore ce jeu, il est tellement what the fuck. Le dernier plateau, voilà, Yes. de juillet avec Expédition autour du monde, Trio, un petit cadeau pour le pacte avec le diable, voilà, et After Us. Je suis à la boutique depuis un certain temps, c'est juste que comme j'étais tout seul pour les vidéos, j'en ai pas parlé. Oups. Oui, d'ailleurs, tu as lu, il y a un petit truc sur Florian Syriax. Oui, entre autres. Ça, c'est cool. Oui, entre Ouais, autres. Il y a toujours plein de trucs cool, franchement, Plateau, c'est lisez-le. super cool. Hein. C'est toujours hyper intéressant, on apprend plein de choses, même quand on travaille dans le milieu du jeu de Ouais. société moderne, Il on y a des apprend plein de trucs. interviews cool et tout. C'est un super magazine. Non, vraiment très très cool. Hein. Donc voilà, c'est le dernier plateau de juillet. Effectivement, et nous sommes en août, fin août. Mais bon, Ça. on lui pardonne. Et l'extension pour Paper Dungeon, ils l'ont appelé comment? Side Quest. Ben oui, évidemment, puisque il va y avoir des quêtes à réaliser, donc ce sont des cartes de quêtes qui vous demandent de récupérer tel ou tel élément sur le donjon, mais pas que, puisqu'il va y avoir 2 nouveaux monstres, et donc c'est les boss de fin qui changent quand même pas mal de choses sur votre manière de jouer chacune des parties, jouer et rejouer évidemment, et des nouveaux modes de difficulté. Paper Dungeon, on avait trop, enfin je dis on avait ouais. trop aimé quand c'est Ouais, sorti, ouais. parce que bah, nous on passe, faut qu'on joue tout le temps en nouveauté, donc on n'a pas Bien trop le temps de sûr. revenir dessus malheureusement, mais ça fait partie des jeux quand il était sorti, on Oui. avait pas mal bloqué dessus et on avait rarement J'en autant ai fait vendu de beaucoup, hein. boîtes en 48 heures, on avait été bluffé. Ouais, J'ai c'est fait vrai, beaucoup et de après c'était en parties, ouais. rupture. Bah, pendant ça avait été en rupture hyper pendant longtemps. super longtemps, donc le jeu est revenu et le jeu a désormais une extension de qualité toujours par Super Meeple. Et je pense que c'est fini, en tout cas pour la vidéo. On se retrouve tout de suite pour le focus sur Kaori. Salut à Hello, tous hello, hello. et bienvenue dans ce focus sur Kaori qu'on attendait avec impatience. Oh oui. Là, c'est un jeu qu'on a reçu en avant-première grâce à Ludistri, donc merci, je pense que c'est Benjamin qui s'en est occupé. Probablement. Enfin, merci à Ludistri tout le monde, on connaît entre autres Benjamin, mais ils sont tous super sympas chez Ludistri. Yes. C'est un jeu édité de chez la Débâcle Jeu, pardon. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 10 ans ils ont mis ça, c'est ça, et c'est 45 minutes, 1 heure potentiellement la partie. Ouais, maximum. C'est un jeu qui peut, en tout cas nous très rapidement, on l'a comparé à Root, pour ceux qui connaissent Root. Si on doit chercher un parallèle, effectivement, il marche très bien. Exactement, parce qu'en fait, c'est
asymétrique. C'est vraiment un jeu où chaque joueur va avoir des manières de marquer des points de victoire, parce que le but va être de marquer évidemment le plus de points de victoire. Mais comme on joue chacun des peuples différents, dans la différentes manières de marquer. C'est un jeu de conquête de territoire, donc forcément, essentiellement, ça nous fait penser à ce jeu. On a un jeu en fait qui dure 5 périodes. Ça commence en 1800 et ça finit en 2000. On va avoir un tour de jeu qui va se dérouler. On va jouer, en plus c'est très cool, c'est très dynamique parce qu'on joue très souvent en simultané. Vous verrez qu'on aura des cartes, je rentrerai un peu plus tard dans le détail, mais on va jouer une succession de tours et arrivé à un moment on n'a plus de cartes et donc on met fin à la période. On va avancer le marqueur de période et dès qu'on a fait les 5 périodes, c'est la fin de la partie et on compte les points. Un peu plus de détails sur le matos, on a un grand plateau. Franchement très propre. Alors là, pareil, hein, on va faire aussi un point sur l'édition parce qu'elle est vraiment très très léchée. Les petits meeples sont trop bien. Et ça c'est propre parce qu'en plus, je sais pas si c'est un vœu de l'auteur, parce qu'il faut savoir que l'auteur c'est Charlec, si je dis pas de bêtises, l'auteur entre autres de La Bête. Et La Bête en termes d'édition, c'est méga léché. Oui, alors c'est pas le même éditeur. Non. C'est le même auteur. Mais pour le coup, je sais pas si l'auteur a à voir là-dedans. En tout cas, l'édition est toujours très propre. Tous ces jeux à Charlec ont réussi à trouver un magnifique travail d'édition. Ouais. Et là, avec ces petits meeples, ces petits jetons, enfin, on se régale. Et puis les plateaux individuels, la qualité des illustrations, bref. Très très cool. Et en fait, dans les deux cas, on va avoir des jeux qui sont thématiquement très forts, mais qui n'impactent pas la rejouabilité. Et ça, c'est pour moi le plus gros, en fait, le point le plus dur dans un jeu de société, c'est des fois d'être trop proche du thème et du coup de lisser trop son jeu parce que thématiquement on veut que ce soit propre, alors qu'il faut laisser un peu quelque part réécrire l'histoire. Complètement. Et là, c'est le parfait ensemble, Kaori, c'est vraiment génial. Pour entrer un peu plus dans la mécanique, chaque joueur reçoit, donc au début de la partie, une faction. Donc là, je vais essentiellement vous présenter les 3 factions sur 4. Vous avez une première faction, ça va être les Kiwis. Ensuite, vous avez les Possums. Vous avez les Anglais, qui sont ici, on voit pas très bien, mais bon. Il y a des petits jetons dessus, c'est pour ça. Voilà, c'est pas grave, tu peux les enlever, tiens, hop, pour montrer un peu. Les Anglais, voilà. Et on a également les Maoris. Les Maoris sont un peu particuliers, donc. Et en plus, ils arrivent surtout que à 4 joueurs. Donc en fait, vous avez des configurations. Les peuples principaux sont les Kiwis et les Possums. Avec eux, on est obligé de jouer. C'est ça. Quand vous jouez à 2, vous avez une variante qui est optionnelle pour pouvoir intégrer les Anglais. Donc les Anglais arrivent à partir de 3 joueurs. Et ensuite, à 4 joueurs, on a les Maoris. Il y a une sorte de, j'ai envie de dire, de biodiversité, d'écosystème. D'écosystème, ouais, carrément. Qui se génère dans le jeu. Au début, pour faire les comparaisons, les Kiwis par rapport à Route, par exemple, c'est un peu comme la marquise des chats. Ils sont partout. Sur chaque case, il y a un kiwi et un arbre. Un arbre qu'on appelle justement partout. le Kaori. Le Kaori, c'est un arbre gigantesque, d'où le nom du jeu, Kaori. Donc là, on a des Kaori partout, on a des Kiwis qui vont sur chaque Kaori, et on a évidemment des Anglais qui vont se positionner sur l'une des 3 villes. On en a 3, c'est un triangle un peu comme ça. Et ils se positionnent, donc un des Anglais se positionne, et ensuite le Possum va se mettre sur la case d'un Anglais, et sur 3 cases adjacentes à l'Anglais. Et ensuite, on peut commencer à jouer. Le but du jeu, comme je disais, ça dépend de votre faction. Par exemple, les Kiwis, à la fin de la partie, ils marquent un point par Kiwi qu'ils ont sur le plateau. Ils font de la présence. Exactement. Les Possums, c'est exactement pareil. C'est juste pas pareil la manière dont ils vont jouer. Les Anglais, c'est un peu particulier. Eux, ils vont couper des arbres. Et il peut arriver qu'à un moment, ils se disent qu'on va pas arrêter de couper des arbres, en fait on va plutôt chasser le kiwi, parce que le possum, pardon. C'est ça. Qui va chasser le possum, parce qu'en fait c'est un parasite, il commence à se grouiller un peu partout. Et donc il va marquer des points par arbre qu'il aura coupé et par possum qu'il aura chassé. Donc prendre conscience de leur environnement plutôt sur le dernier tiers de jeu en moyenne. Ça dépend de plein de facteurs. Donc un tour de jeu, alors c'est super bien fait en termes d'édition, je le rappelle, c'est vraiment propre. Vous avez un déroulé d'un tour et ce qui se passe à la fin d'une période. Donc un déroulé de tour, c'est pas très compliqué. Au début de la partie, vous avez à chaque tour, en fait, au début de la mise en place, vous commencez avec une carte en main et vous complétez toujours le début du tour avec 2 cartes. Les cartes que vous allez avoir, elles ont des effets représentés par des icônes et au-dessus, elles ont une valeur. Et en fait, ce que vous allez faire dans cette phase-là, c'est que vous allez choisir 2 de vos cartes en main. Il y en a une que vous gardez pour le tour prochain. Vous en choisissez une pour la valeur d'initiative et vous allez choisir l'autre carte pour l'action. Donc, par exemple, en fait, ce que vous faites, c'est qu'en général, vous prenez la valeur comme ça, vous mettez votre carte comme ça. C'est malin. Donc là, je fais l'action et là, c'est la valeur 1. Je mets ça face cachée, tout le monde fait ça simultanément et ensuite, on révèle. La valeur la plus basse commence. Et en cas d'égalité sur le plateau, vous avez un rapport de force qui se fait. Les Maoris ont l'avantage sur les possums sur le sens. Non, oui, c'est ça. D'abord Maori, puis possum, puis anglais, puis kiwi, toujours en dernier. Je le lisais dans l'autre sens. Donc les kiwis ont des pouvoirs un petit peu violents. Et donc les valeurs vont de 1 à 4 en termes d'initiative. Et donc du coup, vous faites vos actions. Alors les actions, je n'ai pas trop rentré dans le détail parce qu'elles sont toutes propres à votre jeu. L'intérêt, c'est de les découvrir de toute manière. Oui, première partie, à la limite, vous les lisez pas du tout, vous découvrez les cartes en jouant. Exactement. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Et après, une fois qu'on les connaît bien,
On va aller jouer un peu différemment. Après, mécaniquement, si vous voulez, les kiwis vont beaucoup essayer de se déplacer et de sauver leurs fesses, entre guillemets, en se protégeant dans les kaori. Parce qu'en fait, à la fin d'un tour, tous les lieux où il y a un kiwi mais qu'il n'y a pas de kaori, donc il n'y a pas d'arbre, le kiwi il meurt. Donc en fait, le kiwi il a besoin des kaori, donc il a besoin des arbres pour survivre. Donc lui il va vraiment se déplacer en mode survie basiquement. Le problème, c'est que l'anglais il va faire quoi pour marquer des points? Il va couper des arbres, parce qu'il est bûcheron et que lui quand il arrive avec son bateau, il dit waouh, il y a pas mal d'arbres ici, bah vas-y, je vais tout casser, parce que c'est ce que l'humain sait se faire de mieux apparemment. Il va tout péter et il va tout simplement utiliser le bois à des fins commerciales, à des fins, on sait rien, industrielles. Mais du coup, il va tout bûcher. Et le problème, c'est qu'il va tuer du coup l'espèce du kaori, du kiwi. Entre-temps, comme l'anglais débarque, il arrive avec du parasite. Les parasites, c'est quoi? C'est des possums. Et les possums, qu'est-ce qu'ils font? Eux, en fait... Alors, ils se reproduisent essentiellement. Au début, il y en a que 4 sur le plateau, et à la fin, il peut y en avoir beaucoup plus. Exactement. Il va y avoir un rapport de force avec les kiwis qui va s'inverser. Oui. Et évidemment, le kiwi va faire en sorte que ça s'inverse le moins possible. Exactement. Et le possum va essayer vraiment d'être partout sur le plateau. C'est tout un équilibre à trouver, c'est-à-dire que c'est là où l'anglais, il a un rôle majeur dans la survie des kiwis et dans l'équilibrage des points entre les possums et les kiwis. S'il détruit toute la forêt, en fait, les kiwis vont perdre et les possums vont gagner parce qu'ils vont vraiment se multiplier. Ouais. Et à l'inverse, si jamais il laisse trop les kiwis rien faire, ils vont pas arrêter d'aussi se reproduire, moins rapide que les opossums, mais ils vont quand même survivre parce qu'il n'aura pas assez bûché. Ça va créer des discussions entre les joueurs autour de la table. Le dilemme, c'est qu'en fait, quand vous bûchez énormément avec l'anglais, il y a un moment où votre conscience va se déclencher et va avoir un principe en fait où il va se rendre compte qu'il va pouvoir chasser les possums. Et ça c'est important parce que du coup ça fait une bascule dans votre mécanique de jeu, ce qui fait que l'anglais, je crois, le kiwi et le possum ont des cartes qui permettent de changer, d'avancer la conscience vers la chasse. C'est ça. Le possum évidemment va essayer plutôt de reculer sa conscience pour survivre et le kiwi va essayer de l'accélérer. Donc, vous voyez qu'en fait il y a vraiment... C'est un jeu avec énormément d'interactions, malgré le fait qu'on fasse tous dans son coin avec des programmations. Il y a énormément d'interactions parce que, comme tu le disais, c'est un jeu littéralement de conquête de territoire. Là où il va y avoir un petit déclencheur par rapport à l'anglais, c'est quand vous intégrez du coup à 4 joueurs le Maori, où lui en fait il va essayer de construire des lieux sacrés. Mais il y a des conditions très particulières, je les ai plus trop en tête. C'est vraiment la faction je trouve la plus complexe à jouer. Oui. Parce que lui il est pacifique, mais pas trop en même temps. Il coupe un peu des arbres pour faire ses temples. Il a besoin de couper des arbres effectivement pour construire des temples. Mais en faisant ça, il tue les kiwis, il donne un peu l'avantage à l'anglais. C'est ça. Il y a tout un équilibre à nouveau, il y a vraiment toujours cette notion d'écosystème qu'on sent très présente dans le jeu. Les pouvoirs sont assez fun, notamment le kiwi qui est en mode survie pour compenser tout ça a des pouvoirs hyper puissants puisque Mère Nature est du côté des kiwis, notamment déclencher des tsunamis sur les différents littoraux, activer le volcan au milieu qui va aller faire une traînée de lave juste sur l'un des littoraux. Et en tant qu'opossum, j'ai pu constater que ça pouvait faire de sacrés dégâts si on met tous nos œufs dans le même plat et qu'il y a de la lave, ça pique. Il y a pas mal de choses. Je pense que kiwi, pour des premières parties, ça peut être assez fun à jouer, même si on a cette tension de mince. Je perds des kiwis à chaque tour. L'opossum a des cartes un peu plus basiques, mais va avoir vraiment ce plaisir un peu sadique d'arriver à coloniser petit à petit le plateau. L'anglais, on est plus dans un petit jeu de gestion, de progression, construire des routes, etc. Et la Maori, c'est un peu l'ovni qui gravite autour de tout ça. Tout à fait. En fait, je voulais ajouter sur les mécaniques de cartes, c'est qu'en fait, l'asymétrie est très présente dans les plateaux parce que, par exemple, le possum, lui, quand il joue des cartes en gros d'amélioration, il va poser un petit marqueur, donc là je les ai pas, mais bon, il y a des marqueurs de leur couleur, il le pose dessus et ça donne un effet qui est permanent. Alors certains effets sont immédiats, notamment le kiwi, quand il déclenche le volcan, ça détruit tout, mais c'est qu'une fois, voilà, après c'est ça. Alors que le possum, lui, il va essayer de s'améliorer, et donc soit vous le faites un peu tard dans la partie, ce qui est un peu dommage, mais ça va vous permettre de remonter pour marquer des points, soit vous le faites très tôt au début, alors là ça devient chaud parce que pour le reculer un possum qui à chaque fois qu'il fait apparaître un possum, il en fait apparaître un deuxième, au bout d'un moment il a la moitié du plateau. Tout le monde sait qu'on a débloqué ce pouvoir, donc les joueurs autour de la table ils vont se dire mais attends, mais l'autre avec ses possums il commence à être dangereux, donc pendant 2-3 tours ils vont s'allier contre nous, va falloir vraiment prendre tout ça en compte. Il y a vraiment un aspect discussion et social, c'est pas juste je choisis ma carte individuellement et je la joue et on résout. Alors mécaniquement pourtant c'est ça, c'est aussi simple que ça, mais il faut pas le jouer comme ça et c'est pas comme ça que ça va être intéressant à jouer en tout cas. Le jeu permet ça, les discussions entre joueurs, les petites alliances, et c'est ça qui fait que c'est vivant en fait. Donc pour vous résumer le jeu, en gros vous avez une succession de tours qui se fait, donc à chaque fois vous avez 3 cartes en main, vous en jouez 2, il y en a une que vous gardez, et vous allez enchaîner comme ça les actions,
et l'initiative. Donc toujours des dilemmes hein, par rapport à qu'est-ce que... Si je mets cette carte en initiative, c'est cool, je risque de commencer. Mais par contre, je perds l'action qui est en général très forte. Donc là, pareil, l'équilibrage est vraiment top. On enchaîne les tours et au bout d'un moment, votre pioche elle est vide si vous n'arrivez pas à recompléter votre main. C'est la fin d'une période en fait. Et on active du coup ce qui se passe en fin de période. Donc souvent la conscience de l'anglais va augmenter, le marqueur de période va augmenter et on va notamment de mémoire comptabiliser certaines choses, notamment retirer les différents kiwis qui sont présents sur des zones où il n'y a pas d'arbres. C'est ça. Et notamment virer tout ce qui est jetons d'inondation et de pas de maladie, de barrages, je sais plus s'il y a des barrages, d'épidémies, autant pour moi. Il y a les épidémies, les petits opossums, aiment bien, parce qu'ils sont venus avec leurs petites maladies. En fait, il faut savoir que les Anglais, pour faire la comparaison toujours à route, c'est un peu comme le vagabond, il a qu'un seul pion, il a une amélioration qui permet d'en débloquer un deuxième, il a une amélioration qui permet de voyager de ville en ville comme si elles étaient adjacentes, et notamment la meilleure amélioration c'est de construire des routes, parce que les routes ça rend des villes, enfin des régions adjacentes. Donc quand vous avez construit plusieurs routes, bah en fait vous vous déplacez d'une case à l'autre et du coup vous avez le droit grâce aux routes de vous déplacer 2 fois plus vite. Donc voilà, en fait il y a plein de possibilités. Au début, moi première on va dire impression sur le jeu, j'ai trouvé ça vraiment top. Et après avec un peu de recul, je me suis demandé en jouant les Anglais, est-ce que c'est pas trop linéaire? Est-ce que je suis pas obligé de faire les routes? Est-ce que je suis pas obligé d'avoir directement mon deuxième anglais pour avoir plus de possibilités. On a fait une deuxième partie, on a eu la chance de le... Enfin, t'en as fait qu'une? Moi j'en ai fait qu'une, j'ai eu sur la deuxième. J'ai eu la chance de faire 2 parties. Et honnêtement, les anglais, même pour les avoir joués 2 fois de suite, c'est trop différent. Déjà la première je l'ai fait à 3, la deuxième on l'a fait à 4. C'était pas du tout pareil parce que déjà à la deuxième partie, il y avait les Maoris en plus. Et en fait, ils m'ont aidé et en même temps, ils avaient des pouvoirs qui m'ont pas vraiment conforté dans mon installation. Ils m'ont bloqué à certains endroits. Quand je voulais chasser des possums, ils le faisaient avant moi, donc ça m'enlevait des points. Et du coup, vraiment, c'était complètement différent. La manière de jouer a beaucoup été impactée par en fait, les autres joueurs. Et je pense que c'est vraiment la force du jeu. Comme je disais, hein, le thème est très fort. Mais en fait, même en jouant le même peuple, on peut pas le jouer de la même manière parce que les autres joueurs ils jouent complètement différemment. J'avais défoncé les kiwis, je me souviens, sur une première partie. Je m'étais un peu mordu les doigts après. Parce qu'au final, ils m'ont été rentables. Et surtout, la deuxième partie, je les ai laissés faire. Et les kiwis, ils avaient un pouvoir qui permettait de mettre un nid. Et ils sont intouchables. Donc là, en fait, le joueur avait tout regroupé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut avec tout ce qui est... Et boum, il a mis un nid. Ça a été plutôt intouchable. efficace. Et du coup, ça faisait 15 points gratuits, qu'on pouvait rien faire. Incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, moi, en tout cas, sur cette année 2023, c'est vraiment un gros coup de cœur. Franchement, oui, ça va être un coup de cœur de l'équipe. On est nombreux à y avoir joué dans l'équipe. On va faire découvrir le jeu au restant de l'équipe et puis on espère vous le faire découvrir également. Pour vous dire, là, je l'ai installé. J'avais qu'une envie en fait, de ramener les gens, de dire attends, avant de tourner, on fait une partie ou pas? Parce que vraiment, je trouve ça top. L'iconographie est très bien faite. On comprend très vite les actions. Et ça, ce que j'aime beaucoup, toujours dans les jeux asymétriques, les petits livrets. Avec en première page le petit texte pour vous scénariser un peu, pour thématiser le jeu, et en dessous la mise en place. Donc il n'y a quasiment même pas besoin de voir les règles en fait. J'ai vraiment. Oui, on peut lire son petit livret ou on peut se dire oh, je verrai bien les cartes, ce qu'elles font. Ça j'adore, c'est exactement. Vous pouvez prendre le jeu un petit peu, vous le personnaliser votre expérience de jeu, prendre un petit peu le jeu comme il vient, le rendre très mécanique ou le rendre très social. C'est vous qui allez trouver votre équilibre finalement. C'est ce qu'il y a un petit peu dans Villainous et je trouve ça top parce que ça vous guide et on vous dit ces cartes-là elles sont bien, mais c'est à vous de choisir le tempo. Cette carte-là elle est bien, mais peut-être qu'en fin de partie elle vous sera plus utile. Mais c'est des conseils en fait et ça je trouve ça vraiment top. Donc gros plus sur ce jeu pour la thématique, pour les mécaniques qui sont simples mais fluides. Ce côté vraiment familial asymétrique, je trouve ça vraiment top parce qu'on n'a pas trop de propositions. Non, effectivement. Asymétrique. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de Kaori. Je n'ai plus idée d'une date de sortie pour Kaori, mais c'est très prochainement. Oh oui, on est sur la fin d'année, à la louche, je vais vous dire aux alentours de septembre-octobre. C'est ça, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.